Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est sur une session Groupe Biz Bichère parce qu'en fait, tous les mois, on donne des talks aux communautés tech. Ça peut être des talks sur des sujets divers, cloud, data, DevOps ou autres. Et en fait, avant de passer la main à notre invité Abdallah, je le laisserai se présenter juste après, je vais présenter en quelques minutes Groupe Biz. Alors, qu'est-ce que Groupe Biz? Groupe Biz, c'est un groupement de freelance tech. Aujourd'hui, on est à peu près 200 freelances dans la structure. On a cette notion d'adhérent qu'on pourrait expliquer un peu plus tard, mais on est une communauté qui grandit et actuellement, on est 200 dans la structure. Aussi, un élément qui est vraiment très, très intéressant et important, c'est que l'adhésion à GroupBiz est gratuite et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux. Notre page est présente sur X et sur LinkedIn. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais balayer quelques slides pour expliquer un peu quels sont les services qu'on apporte à nos freelances. Donc, on propose d'abord un volet administratif. Ce volet administratif est intéressant parce qu'on fait un onboarding des nouveaux freelances. En fait, une personne qui veut se lancer en indépendant, on va lui proposer un workflow complet, c'est-à-dire qu'on va le recruter, on va lui monter sa société gratuitement et ensuite, on va lui donner les meilleurs conseils possibles. Donc, cet onboarding est vraiment intéressant pour un nouveau freelance. Il y a aussi un aspect qui est intéressant, c'est qu'on propose du portage avec Groupe B-Services en complément de la partie freelancing. Et forcément, ça marche également avec les personnes qui sont déjà freelance. Et on va leur apporter un confort administratif avec un lot de services clés en main qu'on va leur proposer. Et ce qui va être important, c'est que ce lot de services, on a négocié avec des partenaires pour proposer des prix préférentiels. Donc, un freelance, quand il démarre, il a besoin d'avoir différents services comme expert comptable, RC Pro, mutuelle moins cher, assurance impayée ou autre. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que le freelance, qu'il soit nouveau freelance ou freelance actuel, il y a des services facultatifs et un lot de services proposés par Groupe Biz et vous pouvez souscrire à nos services. Et ce qui est intéressant, c'est que les services sont vraiment moins chers et on garantit également un suivi pour nos adhérents. Ensuite, ce qui nous intéresse également avec Groupe Biz, c'est le volet communautaire tech. Comme je l'ai dit auparavant, on est 200 adhérents à peu près dans la structure. On a tout type de profils. On a des profils AppDev, Cloud, Data, IA ou API, en fait. On a aussi un partenariat avec Google Cloud, Apigee et Kong. Et ce qui est intéressant avec ces partenariats-là, c'est que, par exemple, un freelance qui nous rejoint peut avoir accès à des formations gratuites GCP. Alors, ça peut être des formations architecture ou des formations data. Donc, à la base, ces formations coûtent assez cher et avec Groupe Biz, en tant que freelance, vous avez des formations gratuites, ce qui est très intéressant. Aussi, un aspect qui est important, c'est qu'on a envie de monter de niveau de partenariat avec Google Cloud et donc on incite nos adhérents à être certifiés GCP. Et par rapport à ça, on paye les certifications pour nos adhérents en cas d'obtention. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pourrez passer vos certifications et elles seront payées et financées par Groupe Biz. Parallèlement à ça, on prépare les partenariats avec AWS et Azure parce qu'en fait, on a envie d'être sur les différents clouds connus et publics. Et on a aussi une communauté tech sur Discord où on va échanger de sujets tech communautaires ou autres. On est vraiment dans un thème autour des abeilles parce que Groupe Biz, c'est un groupement d'abeilles et les abeilles, c'est les freelances et les freelances ensemble, ça constitue une ruche. Et en fait, on a créé des séparations en domaines de compétences qu'on a appelé Swarm. Swarm, c'est un peu du fourmillement d'abeilles, entre guillemets. Et si vous nous rejoignez sur Discord, vous verrez qu'on a une séparation naturelle en domaine de compétences. Sur le volet communautaire, nos sessions bichères, comme la session d'aujourd'hui, le principe, ce qu'on fait, c'est qu'on propose 2 à 4 talks mensuels. Et généralement, c'est un talk par Swarm. Ensuite, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est que ces talks sont donnés par nos adhérents en public et ensuite, on les publie sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Groupe Biz. De toute façon, je vous partagerai les slides sur le groupe Meetup. On a un groupe Meetup ici, donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre groupe Meetup et aussi le lien de la chaîne YouTube. Un aspect qui est également très important, l'idée d'apporter ce confort administratif et ensuite cette communauté tech, c'est aussi derrière de travailler chez les clients. Donc, Groupe Biz travaille en direct chez des clients dans des secteurs clés. Donc, on a un panel de clients vraiment très important actuellement et on peut vraiment proposer
on vous fait de l'onboarding, on vous prend en freelance et on vous trouve des missions de qualité, c'est-à-dire un TGM intéressant, une stack technique intéressante et aussi une stabilité et des missions qui sont assez longues généralement. Pour terminer cette dernière slide, chez GroupBiz, on a un système de parrainage parce qu'en fait, on est dans un modèle donnant-donnant. Donc, on incite en fait à augmenter la qualité. En fait, on a vraiment une notion de qualité chez nous et notre force, c'est le réseau dans le réseau. Parce que moi, je vais connaître des profils tech, un autre adhérent va en connaître d'autres et en fait, ça fait qu'on a une puissance et un réseau de qualité. Et donc, on incite nos adhérents à parrainer des profils de qualité afin de rejoindre GroupBiz. Et en fait, derrière, si on arrive à placer cet adhérent en direct chez un client, on va offrir une récompense à l'adhérent pendant la durée de mission de la personne qu'on a placée chez le client. On incite également les adhérents à nous aider à gagner des clients, parce que plus on va gagner de clients, plus on va alimenter notre panel d'adhérents et notre vivier d'adhérents. Donc en fait, ça va être intéressant pour tout le monde d'avoir plus de clients et ça va faire qu'il y aura, en gros, on pourra alimenter tout le temps les personnes avec des missions très intéressantes. Donc voilà, pour les questions, ce qu'on fera, c'est que n'hésitez pas à me contacter en direct sur LinkedIn ou autre, ou même rentrer en contact avec moi si vous avez d'autres questions. Comme ça, je pourrais vous expliquer un peu plus en détail GroupBiz. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la main à Abdella. Je crois que tu es en mute, Abdella. Ah oui, oui, pardon. Oui, merci du coup, M. Loum. Donc, je vais partager mon écran. Vous me dites quand c'est bon. Là, entire écran. Je pense que c'est bon. On voit ton écran. OK. Donc, là, je vais commencer du coup. Ce soir, on va voir du coup, on sera en fait en voyage vers AWS et Node.js. Ou plutôt, en fait, on va développer une application, on va la faire voyager du coup vers AWS en utilisant en fait le framework serverless. Donc, ce sera du coup cette présentation. Bien, ce soir, du coup, il y aura deux parties. Il y a une première partie en fait de la présentation, donc qui sera rapide en 5 minutes, et après on passera directement du coup en live code. Donc, développer vraiment et déployer directement sur AWS. Donc, qui suis-je? Moi, je suis du coup Abdallah Sofiani, donc je suis expert en JavaScript. Donc, côté back avec du Node.js ou côté front, du coup, aussi avec les frameworks du coup du front comme Angular, React, Vue.js. Et je suis aussi architecte certifié AWS. Donc, je suis adhérent de GroupBiz depuis maintenant à peu près 2 ans. Donc là, on passe à la définition du coup du framework serverless. Le framework, c'est un framework du coup open source. C'est pas lié à AWS, mais on peut l'utiliser avec n'importe quel autre provider. Donc, c'est un ensemble en fait de BED et de modèles en fait qui simplifient en fait le développement. Et aussi, c'est une abstraction en fait d'infrastructure serverless sur les cloud providers, à savoir AWS Lambda ou bien Azure Function ou bien Google Cloud en fait Function. Sinon, les avantages du coup du framework, c'est que ça simplifie en fait beaucoup le développement et la gestion du coup de simplifier de l'infrastructure. Du coup, ce qui permet en fait aux développeurs de se concentrer que sur l'écriture en fait du code sans se soucier en fait de l'infrastructure, ou bien se soucier beaucoup moins que d'habitude. Et parmi les avantages aussi, c'est la réduction du coût opérationnel, donc pour la mise en place, pour la mise en fait en échelle, du coup, le scaling du coup de l'allocation des ressources. C'est surtout en fait ça, par exemple, c'est surtout en fait la notion du serverless, parce qu'il y a une différence en fait déjà entre serverless comme notion et le framework, parce que le framework c'est vraiment en fait un outil qui va nous permettre en fait de déployer des architectures serverless. Donc, intégration facile avec d'autres services aussi. On peut l'utiliser avec GCP ou avec Azure ou bien autre cloud. C'est ce qu'on va voir en fait tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter quand même la documentation rapidement du coup du serverless. Donc, et parmi les avantages aussi, c'est déploiement du coup rapide. Là, du coup, ce soir, on va faire à peu près 3 déploiements. Donc, une fonctionnalité après l'autre, donc pour voir comment ça marche. Et les principes du coup du fonctionnement du framework, donc c'est
il est utilisé du coup via la ligne de commande. Surtout la ligne de commande, du coup, on va par exemple pour générer en fait un nouveau projet, pour configurer en fait des déclencheurs ou plus encore, donc pour regarder les logs, pour faire beaucoup de choses. Donc, il se base du coup sur un fichier serverless.yaml. Donc, c'est du coup configuration déclarative. Donc, on va définir en fait les ressources, on va définir en fait tout ce c'est à peu près en fait ce qu'il y a dans le marché avec les autres langages, avec par exemple Terraform ou avec beaucoup d'autres en fait outils quoi. Donc, et aussi l'intégration avec du coup des services cloud. Comme je disais, en fait, c'est aussi parmi les avantages, c'est qu'on peut l'utiliser avec d'autres cloud providers. Et parmi les principes du fonctionnement que je trouve aussi très intéressant, c'est l'extensibilité via des plugins en fait. Donc, parce que, imaginons, on travaille sur une fonctionnalité, on l'a développée, on peut la rendre en fait sous forme de plugin pour que la communauté en fait en profite, ou bien au moins que ce soit par exemple utilisé dans la même entreprise. Donc là, on passe directement du coup à la présentation des services qu'on va voir du coup ce soir. C'est du coup des services AWS. Donc, c'est AWS Lambda, c'est celle en fait qui va du coup exécuter notre code. Et l'API Gateway, c'est un peu API Gateway, c'est celui qui permet en fait de publier et gérer en fait un API REST quoi. Donc, ou ça peut même être en fait un API du coup WebSocket. Sinon, on va voir en fait aussi rapidement DynamoDB, donc c'est une base de données NoSQL, donc entièrement gérée par AWS, qui est un peu sous forme de clé-valeur, mais un peu plus avancée. Donc, on peut par exemple rajouter d'autres index pour que ça soit un peu plus, voilà, un peu plus configurable. Donc là, je vais pas du coup vous montrer en fait la console AWS parce qu'on va le voir lors du live code. Mais je vais surtout vous montrer du coup la documentation un peu du serverless. Donc, du coup, voilà le set en fait du serverless. Donc, on peut retrouver comment du coup utiliser en fait le serverless quoi. Donc là, pour l'utiliser, il faut déjà en fait avoir notre JS en local et pouvoir du coup, comme ça, on peut installer serverless en global. C'est le framework du coup pour pouvoir en fait l'utiliser en ligne de commande. Donc, on peut utiliser par exemple SLS deploy, SLS par exemple déployer juste une fonction, déployer par exemple, voir les logs d'une fonction qui est déjà déployée, invoquer une fonction ou par exemple supprimer la stack qu'on a déjà déployée. Si on voit en fait ici les concepts du coup des serverless, donc les concepts, il y a les functions. Donc, les fonctions, c'est là on va du coup on va définir en fait nos fonctions. C'est-à-dire, on a développé une fonction, par exemple, avec du Node.js. Ça peut ne pas être que du Node.js parce que c'est pas fait que pour Node.js. On peut déployer tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, ça peut être Node.js, ça peut être Python, ça peut être un autre langage. Mais elle est trop utilisée avec Python et Node.js. Il y a aussi les events. Donc, c'est pour déclencher, c'est les déclencheurs en fait de ces fonctions. Mais ce soir, on va voir que HTTP. Mais on peut utiliser en fait aussi d'autres déclencheurs ou bien d'autres events, comme par exemple S3. Ça veut dire S3, c'est par exemple à l'ajout d'un document, par exemple, sur S3, dans le bucket en fait S3, on peut déclencher une autre fonction. Ça peut être aussi utilisé avec CloudWatch, qui est les logs en fait. Quand il y a par exemple une log, on peut déclencher en fait, par exemple, un event ou autre. En fait, il y a plein de services qui peuvent en fait déclencher en fait cette fonction. Il y aura en fait la partie ressources. On va voir tout ça en fait pendant le live code. Donc la ressource, c'est là où on va définir nos ressources. Par exemple, il y a une ressource qui n'est pas créée par serverless. Il faut la créer en fait, du coup, la déclarer dans la partie ressources pour pouvoir en fait la créer du coup sur AWS. Les services, c'est le nom en fait du service. Du coup, on va voir ça. C'est le service en fait, c'est le nom du service qu'on va déployer sur AWS, bien sûr, un cloud provider. Donc aussi, il y aura en fait la partie plugin qu'on va voir aussi. On va utiliser notamment deux plugins, donc serverless offline ou un autre plugin. Donc celui-là, ça permet en fait de déployer notre infrastructure en local sans attendre le déploiement du coup sur par exemple un cloud provider. Ça nous permet en fait de débugger rapidement et de voir ce qui se passe avant même de déployer sur un cloud provider. Donc là, tout ce qu'on a ici, c'est la documentation par défaut qui est AWS, mais sinon, il y a aussi les autres cloud providers. Donc, on peut l'utiliser par exemple avec GCP, il y a la documentation ici.
On peut l'utiliser avec Google. On peut l'utiliser en fait avec aussi avec les autres. Par exemple, ici, ils ont dit du coup Knatif, Alibaba et les autres OpenShift, OpenWhisk. Donc, il y a plein de clouds avec lesquels on peut l'utiliser. Mais les trois les plus connus, c'est AWS, Azure et GCP, quoi. Donc là, par exemple, l'introduction, donc il y a la même chose à peu près. C'est juste ce qui change un peu d'un cloud provider à un autre, c'est un petit peu la syntaxe, mais pas toute la syntaxe parce que la principale reste. Mais par exemple, les événements, bien des trucs qui changent entre un cloud provider à un autre. Donc là, ce qu'on va faire, donc, on va créer du coup dans un premier temps une application Node.js avec du coup avec Nest.js. Donc Nest.js, c'est quoi? C'est un framework Node.js qui permet en fait de créer des applications Node.js, quoi. Donc, c'est un peu un équivalent de Spring Boot. Et il s'inspire même de Spring Boot, d'une notation de Spring Boot, et se base aussi un petit peu sur l'architecture d'Angular. Donc, ceux qui ont déjà fait du Spring Boot et de l'Angular, donc, il sera fait en fait, ce qu'on va voir du coup, il sera fait familiariser en fait pour vous. Donc là, je serai en fait je vais créer du coup mon projet ici, donc dans Serverless Nest. Donc en utilisant en fait, du coup, il faut déjà en fait installer parce que je l'ai déjà installé moi, c'est npmi -g Nest CLI, donc Nest.js CLI pour pouvoir en fait utiliser Nest en ligne de commande. Donc là du coup, on va créer notre projet ici. Donc on va faire Nest New Serverless Nest.js. Donc il sera créé de type npm. Donc, donc voilà, on l'a été déjà créé. Là, c'est les packages npm qui sont en train d'être installés. Là, on va passer directement sur VS Code pour ouvrir notre projet. Donc, pour vous montrer en fait la structure du coup du projet. Donc là, je fais Open Folder. Donc là, c'est ça, Open. Bon, il y a l'effet démo. Voilà, non, il faut que je l'ouvre. Il faut dans desktop, présentation, serverless, open. Donc, notre projet a été ouvert. Et là, du coup, on voit en fait ce qui a été généré par Nest CLI. Donc là, en fait, c'est des fichiers de configuration de TS. Là, c'est readme. Là, c'est package.json. On a du coup tous nos dépendances. Et là, en fait, on a du coup la structure de notre projet avec juste un simple en fait, contrôleur. On va voir, comme je vous ai dit, en fait, c'est un petit peu similaire avec un peu les frameworks du marché aujourd'hui. Donc là, avec une annotation contrôleur, donc on va dire en fait un SJS il s'agit d'un contrôleur. C'est get, du coup, c'est pour faire du coup une requête get. Donc hello world. Donc je vais faire en fait npm run start pour démarrer mon projet pour voir en fait que ça marche. Donc là, je vais aller directement dans le local. J'avais préparé en fait les requêtes en local, du coup, pour voir que ça marche. Donc, ça veut dire avec Postman pour tester en fait ce qu'on fait. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, on va supprimer en fait, par exemple, tout ce qui a été créé là parce qu'on n'en aura pas besoin. On va créer nos propres en fait modules. Là, je vais supprimer ça. Ensuite, celui-là, par exemple, je vais le laisser. Je vais faire, par exemple, celui-là juste pour tester en fait notre application. Il marche toujours, ping. Et je vais faire, par exemple, ici, un, du coup, serveur is running. Là, du coup, je dois supprimer mon service parce que je viens de le supprimer. Et je vais refaire en fait un npm run start pour voir ce que ça donne. Donc là, si je reviens sur du coup le hello de tout à l'heure, donc pardon, est-ce qu'il a été démarré? Non, il y a un autre endroit où il faut le supprimer. Je pense que c'est à ce niveau-là. Donc voilà, je reviens ici, je fais npm run start, toujours dans app service. C'est dans contrôleur.
Oui, c'est celui-là, pardon. Ça. Donc, si je fais ça, donc si je redémarre, non, ben, il y a toujours un endroit où il est. Alors, c'est à quel niveau? C'est un peu contrôle. Oui, c'est bon, je ne sais pas pourquoi, c'est l'effet démo. On va même supprimer tout ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas ce souci. Donc là, en fait, voilà, on démarre en fait notre appli. Donc là, en fait, le hello world, donc il n'existe plus, donc il faut vraiment en fait que ce soit ping qu'on a défini, quoi. Donc là, on revient dans notre seconde. En fait, je supprime en fait le contenu de app controller.spec parce que les tests unitaires, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, même si c'est très important en fait de le faire, parce que sinon, 1 heure, c'est pas suffisant pour tout faire. Donc ping, donc ça c'est ping. Du coup, avec localhost 3000 ping, donc je vois que du coup, j'appelle en fait mon endpoint. Du coup, voilà la première étape. Voilà en fait ce qui a été fait pour cette étape. Du coup, c'est juste une génération simple d'un répertoire en fait qui est en fait d'une structure en fait basique d'un projet Nest.js. Là, ce que j'ai fait pour ne pas perdre du temps et pour aller un peu plus vite, parce que sinon, 1 heure, ce ne sera pas suffisant. Donc, j'ai préparé un peu le terrain. Ça veut dire quoi? J'ai fait en fait, j'ai déjà préparé les branches ou bien les steps que je vais faire. Du coup, se forme de step 1, step 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'essaie en fait, et entre une étape et une autre, il y a qu'un petit bout de code ou bien 2 fichiers, par exemple, 3 fichiers qui sont modifiés. Donc, à chaque fois, je vais vous expliquer ce qui a été fait entre une étape et une deuxième étape, une étape et une autre. Donc, get go, je vais faire ça. Vous allez voir, en fait, c'est là où on est resté tout à l'heure. C'est avec du coup notre contrôleur qui retourne juste is running. Ensuite, on va passer du coup la deuxième partie ou bien la deuxième étape. C'est avec du coup book. Ça veut dire on va rajouter en fait un module qui va gérer en fait les livres. Donc là, donc on va juste avant de passer du coup à l'étape 2, donc je vais quand même le générer. Je vais faire avec Nest. Donc il suffit de faire un Nest G, par exemple, module book. On va voir que l'ebook sera géré. Donc on va générer notre contrôleur book. Et on peut aussi générer en fait notre service. Ensuite, voilà ce qui a été généré du coup, mais il y a rien dedans. Donc, ce qu'on va faire du coup ce soir, on va développer en fait, je vais rajouter deux autres endpoints qui seront simples pour rajouter un livre et pour en fait afficher en fait les livres qui ont été rajoutés. Donc là, pour ne pas perdre du temps, donc je vais faire en fait, comme je disais, en fait, je vais passer directement via Git pour passer directement à l'étape suivante pour voir en fait ce qui a été du coup, ce qui a été rajouté, quoi. Donc, je vais passer à l'étape 2 qui est book. Donc Git book. Donc la deuxième étape, voilà, en fait, c'est la même chose. Donc c'est juste, du coup, il y a du contenu au niveau de notre contrôleur qui va faire quoi? Du coup, 2 endpoints, un get et un post pour créer en fait un livre, un get pour en fait récupérer tous les livres, quoi. Je vais faire un npm install au cas où il y a des librairies qui ont été rajoutées. Donc notre service, il fait quoi? Donc c'est juste en fait une chaîne de caractères, donc où je vais afficher en fait le titre. Donc là, je vais faire un npm run start pour voir ce que ça va donner. Donc là, du coup, le post, donc le git, le voilà. Il va faire quoi? Juste, du coup, afficher cette chaîne de caractères. Et le post, donc, il aussi afficher une chaîne de caractères avec ce que je lui passe en paramètre. Donc, si je mets JS, par exemple, ce sera JS ici. Donc voilà la deuxième étape. Donc, ce qui a été rajouté, c'est juste un module un peu simple, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment en fait de développer un truc simple et de la déployer sur AWS. Donc voilà, get.vr.
la troisième étape, c'est là, du coup, où je vais rajouter serverless. Je vais vous montrer, en fait, ce qui a été rajouté. Et je vais vous montrer aussi, en fait, la documentation sur laquelle, en fait, je me suis basé pour faire ça. Donc, donc là, c'est la step 3. Donc, ce qui a été rajouté, du coup, à cette étape, c'est le fichier serverless. Donc, comme je disais, en fait, le serverless, elle se base sur ce fichier, du coup, déclaratif pour créer, en fait, l'infrastructure derrière. Euh, du coup, il y a la première partie service, donc il faut l'appeler, par exemple, on va l'appeler comme on veut, par exemple, book service. Le framework, la version, parce qu'il y avait la version 2 ou 3 avec une syntaxe un peu différente, mais vu qu'on est sur 3, moi, depuis le début, j'étais sur la troisième version, mais il y a aussi la deuxième version avec un syntaxe différent, mais c'est toujours bien sûr recommandé d'être sur la dernière version. Donc, use.env, c'est pour pouvoir, en fait, ça, on va voir, en fait, la dernière étape, c'est pour pouvoir, en fait, utiliser les variables d'environnement. Donc, le provider, du coup, c'est là, on va définir, du coup, notre provider. Là, en fait, vu que moi, je suis spécialisé en AWS, donc j'utilise, en fait, uniquement AWS, mais on peut l'utiliser avec d'autres cloud providers, quoi. Donc, et là, je dis, en fait, c'est du Node 20. On peut être, du coup, c'est là, on va définir, du coup, notre runtime. Ça peut être aussi du Python, ça peut être aussi du Java, ça peut être aussi, en fait, avec d'autres langages. Donc là, cette partie, c'est là, on va définir du coup notre plugin. Donc là, comme je disais en fait tout à l'heure, le serverless offline, c'est celui qui nous permettra en fait de déployer notre application en local, de simuler en fait le serverless en local avant de le déployer sur par exemple un cloud, sur par exemple ici sur AWS. Donc là, la partie function, c'est là où je vais définir en fait ma fonction. Donc là, par exemple, je vais l'appeler API et je vais dire que il y a par exemple, et il faut en fait pointer sur main serverless.handler. Donc qui est en fait dans ce fichier-là. Ce qui est dans ce fichier-là. Donc main, du coup, le handler, c'est celui-là. Donc là, ce que je fais, c'est juste pour ne pas oublier, faire un npmi parce qu'il y a des librairies qui ne sont pas encore installées. Donc, parce que je passe d'une branche à une autre. Donc là, Bootstrap, donc c'est pour démarrer en fait mon appli. Avant, ce qui a été généré par Nest.js, c'est cette partie. Pour ça, c'est pour en fait écouter le port du coup 3000 pour la démarrer en mode normal, en mode serveur 24 heures sur 24. Mais c'est là, il y a une configuration différente si on veut la démarrer en mode lambda, en mode serverless. Donc c'est comme ça. Donc, vous allez me dire comment vous avez fait. En fait, il y a la documentation du serveur de Nest.js qui permet en fait de dire voilà comment vous allez faire pour pouvoir démarrer une application Nest.js en mode serverless. Donc voilà, c'est un peu de la création du module, c'est la même chose que en mode normal. Mais après, c'est par exemple un mode normal, ça veut dire sous forme d'un serveur. Donc, il faut ouvrir, en fait, il faut écouter un port, dans un port. Sinon, en mode serverless, c'est comme ça. Donc, pour serverless, donc, il faut définir en fait une fonction handler. Donc là, voilà, il faut utiliser en fait du coup ces deux librairies, du coup AWS Lambda et Serverless Express. Du coup, voilà, sinon pour du coup le fichier serverless, donc c'est à peu près la même chose que celui-là. Donc on va définir du coup notre service avec le provider, avec les fonctions. Donc voilà ce qui a été fait. Donc là, il faudra en fait faire du coup pour pouvoir en fait déployer ça. Donc il suffit en fait de faire SLS, c'est l'abréviation de serverless, vu que je l'avais déjà installé en fait en local, avec npm i-g serverless, comme je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, vous pouvez toujours revenir sur la documentation en fait de serverless pour pouvoir en fait savoir. Donc, je peux faire juste deploy et ça va se déployer. Mais moi, en fait, je vais le déployer dans un premier temps en local pour voir si ça marche ou non. Donc là, ça s'est déployé. Donc, pour pouvoir en fait l'utiliser, donc j'avais déjà en fait préparé les requêtes en local en mode serverless SLS. Donc là, si je fais ping, il va me dire, il y a un problème, ça sent de. Donc je reviens ici, oui, en fait, parce qu'il n'arrive pas en fait à trouver mail serverless. Voilà l'avantage en fait de le déployer déjà en local, parce que je rencontre déjà un problème. Pourquoi? Je me rappelle que je n'ai pas fait un build, parce que lui, il ne pointe pas sur ce que je fais ici dans TypeScript,
mais ce qui a été buildé dans Dist. Donc, il faudra faire un build pour pouvoir utiliser en fait, voilà, serverless. Donc là, offline, pardon, non, pardon, offline. Donc là, c'est démarré. Je reviens sur du coup Postman. Je vais faire ping. Il va me dire ah oui, c'est bon. Donc, et je vais faire par exemple book comme ça. Il va me dire que c'est bon et ce sera la même chose pour post. Donc là, vu que ça marche du coup en local, on pourra en fait déployer sur AWS. Donc, je vais faire SLS deploy. Deploy. Et il va déployer du coup sur Amazon directement. Et vous allez voir, je vais vous montrer après, du coup, sur AWS, qu'est-ce qui se passe. Sinon, vous allez me dire, ah oui, mais comment en fait Serverless connaît en fait qu'il doit déployer sur AWS? Parce qu'en fait, j'avais déjà configuré ça en local, soit avec, du coup, il y a plusieurs manières de faire. Donc, soit en fait, du coup, faire en fait cette commande en command line pour, du coup, créer en fait, pour configurer en fait un client, un access key et secret key, du coup, pour pouvoir en fait déployer sur AWS. Il y a plusieurs d'autres manières parce que ce n'est pas la plus utilisée, celle-là. Par exemple, nous, chez mon client actuel, donc ce qu'on utilise, c'est en fait un token AWS qui sera généré par exemple, là, on utilise en fait soit Jenkins, soit Ansible, donc avec un module Assume Role, en fait, avec STS qui va récupérer en fait un token et le passer en fait à serverless pour déployer. Et en fait, ça permet du coup quoi en fait à ce que les développeurs ou bien les autres n'ont pas accès en fait à ces informations qui doivent normalement rester confidentielles. Mais moi en local pour rester un peu plus simple et aller un peu plus rapidement, donc j'ai utilisé directement les access keys. Donc voilà, sur AWS, on va en profiter pour faire un petit tour du coup sur ce qui a été créé. Donc là, on va commencer par l'infrastructure as a code donc d'AWS. Voilà ce qui a été du coup démarré par notre du coup serverless. Donc là, c'est en cours. Donc il y a quoi? Donc il y a les ressources toutes les ressources qui seront créées. Donc on peut voir en fait du coup même ce forme en fait de JSON en fait notre infrastructure. On peut le voir aussi pour ceux qui connaissent en fait AWS, notre infrastructure se forme même de schéma quoi. Donc je vais juste prendre pardon ici on peut voir en fait ce qui a été créé, ce qui sera créé ou bien ce qui est en cours de création. Donc, on a du coup, tout ce qu'on a fait, c'est de définir que c'est le provider AWS et que la fonction, c'est notre fonction qui est celle-là, qui va pointer sur main serverless.handler et les events, ça veut dire event HTTP, comme je l'ai dit, en fait, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est HTTP, mais ça peut être en fait d'autres events. Et derrière, serverless, il est intelligent à ce qu'il va créer même, du coup, une fois il sait que c'est HTTP, donc il va savoir en fait qu'il s'agit en fait d'un API REST, donc il va créer un API Gateway derrière. Donc là, on a un API Gateway, on a notre lambda, on a tous les rôles. Pour ceux qui ont déjà fait en fait de l'AWS, il y a tellement de choses à faire. Quand on va par exemple développer quelque chose, il faut définir en fait les rôles, il faut définir en fait les permissions pour pouvoir en fait interagir entre les services. Donc là, avec Framework Serverless, donc il s'occupe de tout ça. Donc là, on va voir l'API Gateway qui a été créé. Donc là, voilà l'API Gateway, donc avec deux endpoints. Un endpoint proxy, ça veut dire on va déléguer en fait la gestion des routes à notre lambda et un autre du coup endpoint ping. On aurait pu en fait dire que on va tout déléguer en fait à proxy. C'est juste moi qui les a séparés pour une raison qu'on va voir après. Ça veut dire je voulais en fait protéger ces endpoints, mais passer là pour voir en fait la différence. Sinon, en fait, on va voir ici du coup le stage qui a été déployé. Donc, c'est du coup ceux qui connaissent en fait AWS. Quand on a en fait un API, il faut quand même le déployer. Donc, ça veut dire le déployer avec un stage. Donc là, voilà, pour pouvoir appeler en fait notre API Gateway, donc il faut du coup prendre du coup cette URL. Sinon, moi, j'avais déjà en fait, ça ne change pas. Ce qui change en fait, c'est l'ID en fait de l'API Gateway qu'on peut
aussi récupérer à ce niveau-là. C'est le même. Donc, serverless, et il va nous récupérer en fait l'ID de notre, en fait, l'ID de l'API Gateway qui a été créé. Donc là, je vais aller ici. Donc, j'avais déjà créé en fait AWS without auth parce qu'on va voir en fait qu'on va protéger en fait notre API après. Donc là, c'est getbook. Donc, si je fais par exemple directement comme ça, il ne connaît pas parce que celui que j'avais créé pour préparer en fait la présentation. Sinon, celui qui vient d'être créé, c'est celui-là. Donc, si je fais ça, voilà. Donc, je voulais juste un petit peu parler d'un truc un peu rapidement. Donc, si on voit la première requête, donc ça prend à peu près 2 secondes pour 2 raisons. Il y a la première raison, c'est qu'il y a démarrage à chaud et démarrage à froid. Donc, démarrage à froid, ça veut dire qu'il faut tout réinstancier de A à 0. Et pourquoi ça prend 2 secondes? Parce que c'est trop. Normalement, ça aurait dû en fait prendre beaucoup moins d'une seconde. Parce que là, en fait, j'ai balancé en fait l'application comme ça, en dur. Donc, mais sinon, il faut utiliser en fait Webpack, il faut utiliser pour avoir en fait une application un peu plus petite. Un peu plus petite. Là, parce que en fait, normalement, ça aurait dû être aux alentours d'un méga maximum, un méga 50. Là, on est à 40 parce que j'ai rien fait en fait par rapport à l'optimisation. C'est pour ça que ça prend 2 secondes. Mais la deuxième fois, par exemple, même si par exemple si c'est de 30 ou 40 mégas, vu que ça démarre la deuxième fois, démarrage à chaud, ça veut dire, en fait, démarrage à froid et démarrage à chaud, ça veut dire démarrage à froid, et il faut réinstancer tout. Démarrage à chaud, je pense, je ne sais pas si c'est les autres clouds qui font la même chose, mais au moins, celui que je connais, AWS, même si la Lambda a terminé en fait ses traitements, donc AWS la laisse encore en fait en vie pendant 3 minutes, 4 minutes au cas où il y a une autre requête en fait à traiter, quoi. Donc voilà ping et voilà, oui, celui-là ping ça marche pas parce que il faut que je change en fait l'API Gateway, c'est la même chose ce sera la même chose du coup pour le poste, quoi. Donc, voilà en fait pour ça. Et comme, oui, pour un peu, vu qu'on a parlé un peu de démarrage à chaud et démarrage à froid, donc là, on va dire que voilà le handler, il va faire quoi? Donc il faut instancier en fait le serveur. Donc le serveur, on va dire que est-ce qu'il est connu ou non? Donc s'il est déjà connu, ça veut dire il y a déjà une requête qui a été traitée et l'environnement est toujours là pendant, ça veut dire, c'est moins de 4 minutes ou 5 minutes, je ne sais pas exactement combien de temps, en fait, AWS garde, en fait, la lambda, du coup, à chaud, mais au cas où il est connu, donc il ne faut pas tout réinstancier, donc il faut utiliser celui qui est déjà connu, sinon, il faut, du coup, s'il n'est pas connu, undefined ou nul, il faut, du coup, réinstancier de A0. Donc, c'est pour ça que la première fois, en fait, ça prend à peu près 2 secondes, et vu qu'on n'a pas fait d'optimisation, donc voilà. Donc, voilà par rapport à cette étape. Donc, je voudrais quand même passer à l'étape suivante. Et je ne vais pas redéployer tout de suite, je vais redéployer à l'étape d'après parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change entre du coup cette étape et l'autre. C'est juste en fait, euh, comment dirais-je, en fait, pour protéger en fait notre API. Donc là, tout ce qu'il faut faire, vous allez voir, rajouter en fait un authorizer pour pointer en fait sur Cognito, que je vais du coup vous dire à quoi ça sert Cognito du coup sur AWS. C'est un peu, c'est le service du coup d'authentification, bien d'autorisation du coup sur AWS. Donc là, ce qui a été rajouté, c'est authorizer. Donc authorizer, donc on va dire du coup, il faut prendre du coup c'est l'ID ou bien l'ARN ou bien l'identifiant en fait de ce Cognito en fait sur AWS. Et je lui donne même en fait les scopes. Donc il faut pour pouvoir en fait se connecter ou bien pour pouvoir utiliser ou bien pour pouvoir appeler cet endpoint, il faut s'authentifier via le Cognito et avoir le scope user test. Donc je vais vous montrer quand même rapidement le Cognito sur AWS que j'avais créé déjà à l'avance. Donc, c'est un peu, on peut le considérer comme un serveur d'autorisation. Donc, voilà l'ARN, celui-là que j'ai copié et j'ai mis de l'autre côté. Et du coup, pour ce serveur, en fait, on peut
définir les utilisateurs, les groupes, et on peut aussi en fait, définir les applications. Par exemple, mon API il sera consommé par des applications. Donc, j'avais déjà créé un client avec un client ID, client secret, et j'ai défini même, en fait, pour pouvoir du coup récupérer j'avais défini, c'est pas là en fait, c'est de l'autre côté du coup l'URL pour récupérer en fait l'AutoCAD. Donc là, j'ai même en fait défini aussi la custom du coup scope, le scope pour pouvoir en fait voilà appeler en fait un API. Donc c'est les scopes pour pouvoir en fait voir, par exemple, c'est pour gérer en fait l'autorisation ou bien l'accès à nos API quoi. Donc voilà la custom en fait cognitive domain que j'ai créé Groovebiz en hôte. Voilà. Je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà ce qui a été fait, mais je vais quand même passer du coup à l'étape de Dynamo pour déployer l'autorisation et Dynamo en même temps. Donc, pour faire ça, je vais quand même, vu que le déploiement, ça prend un peu de temps, donc je vais faire un build et un deploy, et je vais vous montrer en fait ce qui a été rajouté. npm run build, et après, il suffit de faire SLS deploy. Vous me dites en fait si vous voyez déjà mon écran. Donc je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, ou bien il faut que je. Parce que j'ai. Oui. Non, c'est bien, Ah, c'est très clair. Ok, merci. Donc voilà, SLS deploy, donc je déploie. Comme ça, on va revenir du coup pour tester en fait ce qui a été déployé. Donc c'est ce qui a été rajouté. Donc dans l'étape du coup d'authentification de ce qui a été rajouté, c'est ça. L'étape de DynamoDB, donc il y a deux choses qui ont été rajoutées. Donc au niveau de l'infrastructure, ça veut dire au niveau du serverless, donc j'ai créé ma table en fait DynamoDB, donc de type table, donc du coup voilà avec les propriétés. Ça en fait il suffit d'aller sur la documentation d'AWS pour pouvoir en fait savoir comment en fait créer une ressource du coup une table DynamoDB. Donc avec des propriétés du coup un ID. Parce qu'en fait, DynamoDB, c'est une base de données NoSQL, clé valeur, comme je disais, un peu plus avancée parce qu'on peut créer des index secondaires pour un petit peu améliorer un peu améliorer en fait le fait qu'il soit juste clé valeur quoi. Donc voilà. Et la deuxième chose qu'il faut définir au niveau de l'infra, c'est que voilà, j'ai créé du coup une table est créée du coup au niveau du Dynamo, mais il faut que notre en fait fonction, bien notre serverless puisse appeler cette table. Donc pour pouvoir ça, il faut définir en fait les IAM rôles, bien les permissions du coup. Ce que j'ai fait en fait, il faut que du coup notre serverless puisse appeler Dynamo Query scan getItem, donc c'est pour du coup faire des requêtes du coup vers DynamoDB sur la table books, donc je viens on va voir en fait qui a été créé. Donc ça c'est par rapport du coup à l'infrastructure, par rapport au code, donc c'est à ce niveau-là, donc que je dois du coup rajouter en fait, utiliser en fait la librairie Dynamose. Je vais vous montrer quand même rapidement la documentation de Dynamose. Donc, c'est Nest Dynamose, c'est voilà. Nest Dynamose, c'est pour Nest. Sinon, la librairie de base, c'est Dynamose. Donc, pour pouvoir en fait l'utiliser, donc il suffit en fait de le module parent, donc voilà, importer en fait Dynamose et faire for root et et définir en fait un schéma. Et ensuite, définir en fait la table dans le module qui va utiliser le module qui va du coup se connecter à la base de données. Donc là, je vais vous montrer. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc c'est for root, dans le module qui va se connecter à la base de données. Donc j'ai défini du coup for feature, donc avec le nom de la table et le schéma. Donc le schéma ici, donc il faut que ça soit du coup, moi j'ai défini un ID, titre et l'auteur. Donc et dans le service, notre service, du coup, je vais injecter le module, le modèle en fait du coup books et rajouter par exemple pour create, c'est rajouter du coup une nouvelle entrée et final, c'est pour récupérer tout ce qui a été rajouté. Bon, bien sûr, c'est pas ce qu'on va faire dans une entreprise, mais pour simplifier un peu, donc on veut que récupérer tout ce qui est dans la base de données. Et on peut la personnaliser un peu pour récupérer, par exemple, d'un utilisateur ou un autre.
Donc voilà, normalement, notre infra a été déployé. Donc, si je reviens ici, si je refais par exemple Getbook, ah oui, unauthorized, donc il a été protégé. Donc, c'est pour ça que je vais venir ici. Donc, j'avais préparé d'autres du coup endpoints avec la protection. Donc, c'est fait. Ah oui, pardon, il faut que je récupère en fait l'API Gateway, bien l'ID qui a été fait. Donc, si je fais comme ça, oui, le token, parce que le token. Donc, pour pouvoir du coup se connecter, donc, parce qu'il y a déjà cette fonctionnalité au niveau de Postman, donc pour pouvoir en fait récupérer le token, donc là, donc il suffit en fait de choisir OAuth 2 et après donc l'access token URL, donc je vous ai montré comme je vous ai montré en fait tout à l'heure. Donc ensuite la client ID client secret, ensuite récupère le token, l'utiliser et faire send. Et là, comme ça, on va voir que normalement, voilà, donc la table, il y a plus, il y a encore rien. Donc, il faut en fait rajouter, oui, j'ai oublié de vous montrer en fait que le ping n'a pas été en fait protégé. Donc, normalement, on va pouvoir l'appeler sans authentification. Donc, là, post, donc oui, il faut, parce qu'il sera aussi expiré. Donc, il faut faire, oui, j'ai oublié, il faut faire pardon, il faut revenir là, prendre ça et faire le truc pour pouvoir en fait, voilà, ce qui a été rajouté, c'est GS par exemple. Si je fais Java, et ce sera, voilà, Java, et je reviens par exemple ici pour voir que ça marche bien, que j'ai ces deux éléments. Et sur AWS, du coup, je vais vous montrer du coup ce qui a été créé, du coup, la lambda, c'est celle-là. Je sais pas si, ouais, je n'avais pas montré. Donc, sinon, en fait, l'API Gateway, oui, je vous ai montré. Et DynamoDB, c'est là, du coup, dans Explore Item, on peut voir en fait les items qui ont été créés. Donc, voilà par rapport à cette étape. C'est vrai que j'avais oublié en fait de déployer en local, mais on aurait pu aussi faire la même chose en local avant de déployer, vu qu'on n'a pas trop de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai déployé directement sur AWS. Donc, là, ce que je vais faire, du coup, je vais passer du coup à la. Du coup, pourquoi j'ai fait en fait une étape de refacto? Parce que une étape de refacto, parce qu'en fait, notre fichier commence à être un peu gros. Donc, imaginons en fait dans une entreprise avec une grosse application, on peut peut-être avoir une grosse application avec plein de choses. Donc, il faut vraiment en fait penser du coup à un petit peu à refactorer. Donc, c'est pour ça que j'ai fait en fait une étape de refacto. Ici, je vais vous montrer en fait comment ça va devenir. Cool. Donc là, j'ai laissé, on aurait pu aussi exposer ça, mais juste en fait, pour cette présentation. Donc, j'ai laissé en fait les fonctions à ce niveau-là et j'ai exporté en fait tout ce qui est provider dans un autre fichier et plugin dans un autre fichier et ressources dans un autre fichier. Donc, qui sont en fait dans serverless provider. Donc là, en fait, on va retrouver du coup ici avec serverless offline, avec provider, du coup, avec ce qu'on a, juste en fait exporter ça. Voilà. Sinon, voilà, en fait, il y a aussi en fait une chose que vous avez déjà remarqué parce qu'il y a des choses que je mets en dur ici. Donc, et avec du serverless, c'est facile en fait de variabiliser ça. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'étape 7. Du coup, juste ça, variabiliser ça et pouvoir en fait, du coup, je vais vous montrer ça tout de suite, ce que j'ai fait et vous expliquer. Pardon, il y avait vite, vite en mode, je vais faire comme ça, c'est bon. Donc, et je vais faire npm i au cas où il y a un truc. Et je fais npm run build, toujours faire des builds, je vais faire sls deploy, sls deploy pour déployer. Et là, on va prendre notre temps pour, du coup, pour comprendre. Du coup, pour pouvoir, du coup, oui, variabiliser, ça, par exemple, on a 3 environnements. Là, on va traiter que 2 environnements, dev et prod. Donc, il faut variabiliser. Oh, pardon, c'est
Ouais, déployer la dev. Après, on va déployer en fait la prod. Donc, c'est pas grave. Pourquoi je voulais en fait déployer directement la prod pour ne pas perdre du temps. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, en fait, on dev et on prod. Là, en fait, j'ai variabilisé du coup DynamoDB et j'ai dit la table, le nom de la table, et j'ai variabilisé en fait le nom de Cognito. Donc voilà, et pour pouvoir du coup faire ça, donc avec le plugin du coup que j'ai défini là, .env, il peut en fait utiliser, il est tellement intelligent à ce qu'il peut du coup, il faut lui donner en fait juste le stage pour pouvoir savoir quelle variable d'environnement il peut charger. Donc là, par exemple, ici, Cognito, je l'ai appelé comme ça. Bah, c'est la même chose, c'est le même. Sinon, ce qui a été différent pour voir en fait la différence, ce qui a une petite différence, c'est au niveau de Dynamo Table, donc Table. Donc là, je l'ai appelé Book Table Dev et là, je l'ai appelé Book Table Prod. Donc là, ça prend un peu de temps. Ensuite, pour pouvoir en fait faire du coup, ou bien déployer la stage du coup, ou bien la prod. Donc, je fais de faire moins stage prod comme ça. Donc, il va du coup, voilà, il va charger en fait les variables depuis env.prod. Donc, qu'est-ce que je voulais en fait vous montrer? Oui, on aurait pu en fait, par exemple, imaginons, on a changé que le code. Donc, on peut faire juste SLS deploy function -f et le nom de notre fonction. Comme ça, on n'a pas en fait à déployer tout. Parce que si vous voyez, en fait, déployer, ça prend à peu près 2 minutes. Donc, c'est un peu long. Avec une fonction, ça prend 20-30 secondes maximum, quoi. Donc, deploy, donc on peut utiliser du coup stage pour déployer du coup en dev ou bien en prod ou bien autre. On peut aussi afficher les logs directement sur en fait avec le framework serverless. Sachant que ça, on ne l'utilise pas parce qu'on a déjà en fait AWS qui le fait. Donc, si on revient du coup, dans notre infrastructure as a code, donc, on va voir qu'il y a deux stacks, donc prod et dev. Donc, dans API Gateway, il y a prod et dev. Donc là, comme ça, on aura en fait, voilà, on aura du coup plusieurs stages tant qu'on veut. Ça veut dire pour la prod et bien sûr, c'est configurable. Ça, c'est juste ce que j'ai variabilisé, mais sinon, il y aura beaucoup de choses qu'on peut en fait variabiliser. Le compte AWS qu'on peut utiliser. En fait, il y a beaucoup de choses. En tout cas, c'est juste en fait un exemple. Voilà. Sinon, en fait, on peut faire en fait l'exemple ici pour récupérer du coup voilà. Il y a rien dans dev parce qu'en fait, j'avais changé même le nom de la table. Donc, imaginons que j'ai rajouté quelque chose ici. Oui, voilà. Je reviens ici, je fais ça. Donc, il y a un truc, pardon, il y a une entrée. Sinon, si je prends par exemple celui de la prod, celui que je viens de déployer maintenant, normalement, il n'y aura rien. Si je prends ici, si je fais comme ça, bah, il me dit forbidden parce que c'est normal, parce que le stage, c'est pas dev, c'est prod. Si je prends, normalement, il n'y aura rien. Donc voilà. Sinon, donc là, normalement, la démo a été terminée. Donc, je vais terminer dans 2 minutes. Donc là, le live code a été terminé. Donc, next time, ça veut dire ce qu'on peut faire après. Donc, un exemple, par exemple, avec un autre event que HTTP, parce qu'aujourd'hui, on a vu que HTTP avec API Gateway, mais on peut voir, par exemple, SQS, Step Function ou autre, ou S3 ou Dynamo. Donc, on peut serverless et le tout ça. Sinon, on peut aussi déployer, par exemple, une appli front avec serverless, comme par exemple Angular. On peut aussi faire, par exemple, de web services en monorepo avec Nest.js et serverless framework. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les gens, en fait, ils croient quand on parle de serverless, on va faire vraiment des mini-fonctions. Non, on peut faire, en fait, des projets entiers et utiliser, par exemple, un framework serverless pour déployer ça sous forme de lambda et pas vraiment avoir des bouts de code partout. Non, c'est vraiment avoir tout un projet qui marche
au mode normal, ensuite le découper sous forme de lambda avec, ça veut dire avec l'architecture serverless pour simplifier en fait le déploiement et un peu voilà, gagnant en fait en termes de, ça veut dire au lieu de payer en fait un serveur 24 heures sur 24, on paye à l'utilisation quoi. Donc sinon, on peut aussi faire aussi un exemple avec Python ou même le même exemple avec un autre cloud provider. Sinon, merci pour votre présence et merci pour votre attention. Et on passe bien sûr aux questions si vous en avez. Bravo Abdallah, merci pour ce Merci talk Abdallah. très intéressant. C'était cool. Franchement, c'était super intéressant. Merci Abdallah. Du coup, Bravo. ouais, bravo, hein, franchement, c'était top. Là, du coup, on va passer entre, on va dire, peut-être entre 5 et 10 minutes de questions. Moi, j'ai noté pas mal de questions de Youssef. Alors, il y avait une première question sur le Cold Start. Je vais laisser Youssef poser sa question. Oui. En fait, tu as répondu en partie, hein, mais bon, ce que je voulais savoir, c'était plus les best practices pour bien gérer le cold start. Tu vois, en fait, il y a plusieurs questions dans la question en vrai, hein. Est-ce que je dois préparer des instances et les laisser tourner, on va dire, c'est le scale down à 0. En réalité, il faut que ce soit un scale down à 2 ou à une instance pour éviter justement ce problème de cold start. Quid des coûts qui vont être générés, et surtout, ce que je trouve sexy, c'est la partie serverless framework qui est du coup abstrait par rapport à AWS, et je voulais savoir le degré de customisation, plutôt de configuration du cloud provider derrière au niveau de serverless. Est-ce que je suis capable de paramétrer ces comportements au niveau directement de serverless framework? Et voilà, ça c'est la première question. Et du coup, une extension de cette question, c'est je vais un peu plus loin et je me dis, est-ce que je vais pouvoir, si je déploie par défaut, ça va se déployer sur quel VPC, sur quel subnet? Si je précise rien du tout, et c'est pareil pour toutes les ressources que tu as montrées sur ce type d'archi. Et est-ce que je suis capable de renseigner ça au niveau de serverless framework? Et je ne sais plus c'était quoi les autres questions, c'était plus par rapport au FinOps, quoi, pour voir comment qu'est-ce que coûte, parce que si j'ai bien compris, Dynamo aussi c'est une architecture, c'est une base de données serverless. Cognito également, il est serverless. Donc c'est une architecture qui est plutôt serverless, mais comment ça marche? Qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que je paye à la fin? Oui, comme du coup, par rapport à ta question, si je me rappelle bien, c'est le cold start. Donc, ce qui est recommandé, en fait, par exemple, sur du Node, peut-être c'est la même chose sur les autres. Donc, c'est d'optimiser à fond, ne pas avoir des gros morceaux. Et pouvoir aussi, avec du GS, faire du lazy loading. Ça veut dire ne pas essayer en fait, comme ce qu'on fait aussi avec du front, donc les loading, je pense, je ne sais pas si ça existe en fait dans les autres technos, mais ne charger que les parties dont on a besoin. Et comme tu disais, en fait, il y a la possibilité de laisser par exemple Lambda qui tourne 24 heures sur 24. Mais est-ce que ça sert à grand chose? Parce que imaginons, on a par exemple, en fait, c'est cas par cas. Imaginons qu'on a par exemple beaucoup d'utilisateurs. On a par exemple, tout d'un coup, par exemple, je sais pas, je peux dire par exemple 100 requêtes en même temps. Il y aura 100 lambda qui seront instanciés. Même si tu as une qui est déjà instanciée, ça va répondre à la première requête, mais pas à toutes les autres requêtes. Donc ça, c'est bien sûr, ça se fait. Donc il y en a qui disent on s'en fout du coût, donc on va mettre quand même 4-5 parce qu'on sait qu'il y a toujours des utilisateurs qui sont actifs, ou 10, ça dépend en fait de l'étude qui a été faite. Mais les recommandations, c'est d'essayer d'optimiser et de n'utiliser en fait que les parties. Je parle surtout, vu que je suis un peu moi expert sur du GS, utiliser les bonnes pratiques du GS, utiliser en fait les imports qui sont en fait avec un peu ES6 pour n'importer que la partie dont on a besoin. Il ne faut pas importer toute la librairie, il faut importer que la partie et utiliser bien sûr les outils d'optimisation comme Webpack
qui va vraiment en fait se débarrasser de tout ce qu'on n'a pas besoin et laisser que ça. Par exemple, comme ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, du coup, il y a en fait notre lambda, il fait à peu près du coup le package 30 mégas, sachant moi, dans mon entreprise, chez mon client, on a une grosse application qui est fait au final 1 méga 50. Donc, c'est là, par exemple, ça peut être même 500 kilos. Donc, essayer du coup de ne pas trop du coup avoir une grosse appli quoi. Donc, une grosse, très, très grosse appli quoi. Du coup, la première question, je pense que j'ai un petit peu répondu, mais pour aller un peu plus en détail, on peut voir ça après. Sinon, par rapport à ta deuxième question, donc il sera déployé du coup sur quel VPC? Donc les VPC, oui, voilà, je ne sais pas si tu vois toujours mon écran. Là, on peut Oui, définir les VPC qu'on veut. Donc avec, du coup, il y a toute la configuration du coup au niveau du serverless ici. Donc il y a le serverless référence. Donc on peut retrouver tout ce qu'on veut. Là, par exemple, on peut définir les VPC à laquelle il peut appartenir. Donc il y a subnet et tout ce qu'on veut, quoi. Donc il y a bien cette configuration. Là, par exemple, on veut que ça soit, par exemple, oui, ça c'est sécurité groupe, mais on peut aussi en fait définir en fait nos VPC à laquelle en fait notre serverless en fait va appartenir quoi. D'accord. ok. Ok. Ça répond à Je tes sais pas questions, si Youssef? tu as d'autres questions parce que Nickel, nickel. Du coup, quel use case tu verrais pour les lambda? pardon? Quel use case tu verrais pour les lambda? Est-ce que tu réserverais ça à tout ce qui est triggering d'événements? Est-ce que tu mettrais ça dans des architectures type data, PubSub, etc. Ou est-ce que tu généraliserais tout type de workload sur du lambda? C'est Euh, lambda versus Fargate versus Cube, etc. Tu vois? pour moi, ça dépend des cas. Par exemple, si je parle en fait de l'exemple de mon client, on essaye de tout faire, tout ce qui est possible avec les lambda. Par exemple, bien sûr, les déclencheurs, la communication entre les web services ou bien les services AWS ou bien d'autres services, par exemple, le déclenchement par exemple, des alertes, le déclenchement, par exemple, comment dire, par exemple, s'il y a je sais pas, par exemple, s'il y a par exemple le contrôle en fait de notre base de données, s'il y a une nouvelle par exemple montrée il faut que ça soit passé par exemple pour lambda, ça déclenche une lambda pour faire un traitement. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, c'est cas par cas. Euh, on peut même presque, je sais pas, je peux pas dire tout, mais il y a une grande partie qu'on peut faire avec les lambda, quoi. Donc, je ne sais pas Ok. si j'ai répondu, mais c'est une question un peu vague parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est une question, ouais, c'est une question Ouais. un peu plus compliquée, Oui, effectivement. et pour enrichir, en fait, moi, je vois la question du USF, c'est en fait si on peut vraiment déployer des microservices, des applications sur une archi microservice dessus. Tout dépend franchement de la qualité de code qui a été produit pour gérer notamment l'aspect du code start. Ça a été parmi les gros challenges qu'on a eu sur des archives microservices qu'on a fait l'aventure de déployer sur du serverless. Alors, en fin de compte, ça a marché, mais il faut vraiment maîtriser cet aspect de cold start et maîtriser aussi toutes les interactions interservices en interne. Et d'ailleurs, je voulais en poser une question par rapport à sur AWS, comment ça doit être géré. C'est par exemple, tu déploies plusieurs lambda et que tu veux pas forcément exposer sur un load balancer externe, pardon, et que tu veux quand même garder les communications entre plusieurs lambda en interne sans être exposé à l'extérieur. Est-ce que c'est faisable par configuration ou il faut vraiment faire autre chose? Pardon, si tu peux un petit peu répéter ta question, ça veut dire juste reformuler. Ouais, ouais, je prends juste un cas d'exemple. Si on déploie par exemple quatre lambda avec du Oui, serverless et qu'on veut qu'il y a une seule qui sera en face à l'extérieur, genre, qui est accessible via ton load balancer externe et que les quatre communiquent quand même en interne. Genre les trois lambda, ils vont communiquer entre eux et il y a une
qui peut être accessible via l'extérieur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire par configuration via le serverless ou c'est une configuration supplémentaire à Non, non. ajouter? Par rapport à ça, en fait, c'est par défaut. C'est-à-dire, quand tu développes en fait une lambda avec serverless, c'est par défaut, c'est private. Donc, si tu définis en fait un déclencheur, c'est là où il sera exposé. Ok, C'est-à-dire extérieur, via API Gateway ou via autre chose. d'accord. Du coup, c'est l'exposition externe qu'on doit gérer On va par gérer la qu'on suite doit rajouter, à oui. l'intérieur. Ok, super. Oui, bien sûr. Merci. Ok. Omar, tu avais posé une question, mais je crois que c'est dans le même thème. Comment faire pour améliorer le temps du call start? Je ne sais pas s'il est là encore là, Omar Habib. Mais bon, peut-être la question a été répondue. Moi, je crois qu'il n'est plus là. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, il n'y a pas d'autres Très questions. bien, Abdallah. Merci, Abdallah. Super, Abdellah. Merci, Abdel. C'était bourré d'informations. Je te remercie.